Bonjour, bienvenue à la piscine de Roubaix pour cette visite live depuis Roubaix, depuis la piscine, à la veille de la réouverture de la piscine. Alors vous allez voir pendant le parcours, on va croiser beaucoup d'ouvriers ou d'équipes, des personnes de l'équipe du musée, parce que nous sommes à la veille de la réouverture. Les nuits ont été courtes et la prochaine nuit sera encore plus courte. Je voudrais remercier pour leur accueil l'équipe évidemment de la piscine de Roubaix et principalement Marine et Laura qui nous accueillent cet après-midi. Merci également à vous d'être là, on est ravis de vous accueillir et de pouvoir vous présenter un petit peu les nouveaux dispositifs numériques qui vont être présentés dans le cadre de la réouverture du musée. Donc pour vous dire deux mots simplement sur la réouverture, donc le musée a fermé au 1er avril 2018 après 18 mois de travaux et donc là on réouvre avec des espaces renouvelés, enrichis et puis surtout agrandis puisqu'on inaugure 2000 m² supplémentaires accessibles au public. Donc cet agrandissement nous a aussi permis de revoir un petit peu notre offre en direction des publics et notamment en termes de médiation numérique. Voilà, on continue à garder cette magnifique piscine, mais on ajoute des salles supplémentaires qui permettent d'aborder les thématiques de l'histoire de Roubaix, de la sculpture moderne, des espaces d'exposition supplémentaires, un espace également sur les artistes du groupe de Roubaix, et puis voilà, plein de choses à voir, plein de choses à faire, des nouveaux ateliers pour les jeunes publics. Des ateliers supplémentaires en réalité puisqu'on a l'habitude au musée d'accueillir plus de 50 000 jeunes publics par an. On a des espaces d'ateliers qui sont aujourd'hui saturés, donc on inaugure avec cette extension 3 nouveaux espaces pour les jeunes publics, 2 espaces d'ateliers sur le thème du volume et sur le thème du textile, et puis un espace qui est un petit peu étonnant, qui est un espace de muséographie et qui permettra en fait aux enfants d'aller jusqu'au bout de la démarche créative qu'on leur propose à la piscine et d'apprendre à exposer un petit peu leur œuvre. Donc au-delà de ces ateliers de pratique artistique, on a aussi initié nos dispositifs numériques par des tablettes pour les jeunes publics. Laura vous en parlera plus particulièrement tout à l'heure, mais voilà, c'était le premier outil sur lequel la piscine a travaillé parce que le jeune public est pour nous un public cible et on a commencé à plonger dans le monde des dispositifs numériques grâce à ces tablettes pour les jeunes publics. Alors avant de découvrir ces outils numériques avec Laura, j'aimerais profiter du fait qu'on soit vraiment au cœur de la piscine, son cœur historique et son image un peu iconique, la piscine, pour parler peut-être d'une opération de financement participatif que vous aviez lancée en 2016, qu'on avait relayée sur le site du CLIC et qui a notamment permis à financer les travaux de rénovation et d'extension de la piscine. En effet, on a lancé à l'automne 2016 une campagne de financement participatif qui portait sur 3 espaces, à la fois l'espace de sculpture, l'espace des ateliers jeunes publics et puis également les salles du groupe de Roubaix qui sont des collections qu'on ne pouvait pas présenter aujourd'hui de manière permanente. Donc cette opération de financement participatif nous a permis de récolter 193 000 €, ce qui est quand même pas négligeable, et donc de pouvoir aménager comme on le souhaitait ces espaces et de compléter un petit peu l'apport que les partenaires financiers à la fois institutionnels mais aussi privés avaient déjà pu réunir. Merci Marine, on va vous laisser parce que vous avez encore plein de travail avant l'ouverture demain et on va aller tout doucement se diriger vers la première salle du coup, des nouveaux espaces, l'espace dédié, la salle dédiée à l'histoire de Roubaix. Merci Marine et bonne réouverture demain. Alors comme je vous l'avais dit, on est en plein travaux, vraiment. Et ce ne sont pas des figurants. Non. Ah mais lui non plus, oui. Alors nous avons un personnage, une sculpture, un emblème qui nous accueille dans cette salle. Donc Laura, rebonjour.
Donc c'est vous qui allez nous accompagner sur cette partie du parcours où on va dévoiler peu à peu les nouveaux outils numériques qui ont été déployés pour cette réouverture. Je vous laisse peut-être la parole d'abord pour nous expliquer un peu à quoi correspond cette salle. Oui, donc ici c'est la nouvelle salle dédiée à l'histoire de Roubaix. Une salle qui a vraiment forcément toute son importance dans un musée comme le nôtre qui tire vraiment son succès aussi de son histoire. Et donc très vite cette salle a eu un énorme intérêt, elle a été dimensionnée directement pour pouvoir accueillir le panorama que vous voyez devant vous, qui est donc le panorama de l'hôtel de ville de Roubaix, représentant son inauguration en 1911. Qui est donc une taille monumentale, 13 mètres sur 6, et qui permet vraiment d'aborder toute la question de l'histoire de la ville. Mais on est vraiment sur une salle assez exceptionnelle qui permet de traverser un petit peu Roubaix dans tous les âges, mais la pièce maîtresse reste sous le grand panorama, et c'est vrai que très vite l'idée de travailler sur un outil de médiation face à ce panorama a germé, surtout qu'en plus c'était un point d'entrée magnifique pour parler de toute l'histoire de la ville. Voilà, il représente Roubaix en 1911, c'est vraiment l'apogée de la ville, le moment où elle a arrivé à une population plus importante. C'est l'inauguration de cet hôtel de ville qui est vraiment gigantesque, en même temps que l'inauguration de l'exposition internationale du nord de la France, qui a été réellement un très très grand succès, avec plusieurs millions de visiteurs sur les quelques mois de présentation au Parc Barbieux. Et du coup, l'idée de ce parcours numérique, de cette stèle numérique, permet de vraiment aborder toutes ces thématiques. Donc on est parti sur quelque chose d'assez simple et discret, on est vraiment sur l'utilisation du numérique avec parcimonie, comme c'est un peu la première incursion du numérique dans l'histoire du musée de la piscine. L'idée c'est que ça restait discret, toujours avec les questions d'accessibilité, comme vous pouvez le voir, voilà, avec les niveaux et aussi une question de langue. Donc l'idée là c'est de ce dispositif principalement c'est qu'est-ce que je vois, et donc on peut interroger grâce au POI du coup un petit peu tout. Donc là par exemple on peut avoir des informations sur l'hôtel de ville avec plusieurs niveaux d'information. Une première niveau quand je n'ai pas forcément le temps, je veux juste savoir ce que je vois, ou approfondir un petit peu. Là on a vraiment un concours très précieux de la BNR, qui est la Bibliothèque numérique de Roubaix, qui avait un fonds numérisé incroyable déjà accessible en ligne, mais là ce qui nous permet un peu de le mettre en contexte et de naviguer comme ça dans toutes ces archives roubaisiennes, qui j'espère raviront à la fois les Roubaisiens et les gens de passage qui pour le coup ne connaissent pas forcément la ville, même s'ils connaissent le musée. Donc après on est un peu sur peut-être comme ça, sur les thématiques. Encore une fois, on est sur un outil qu'on a voulu aussi en ligne, qui nous a permis d'approfondir un petit peu. On sait qu'au niveau des consultations, les gens ne pourront pas passer 2 heures, mais ils pourront se rattraper chez eux sur le site du musée, avec du coup vraiment un enrichissement assez important autour de cette question du nouvel hôtel de ville, de sa création, etc. L'exposition internationale, c'est le contexte de la création, donc toujours avec des images vraiment magnifiques. Et après, on parle dans la fabrication, parce qu'on est sur vraiment, comme vous voyez, quelque chose d'assez spectaculaire, qu'on a voulu dans la ligne de mire quand on rentre dans le musée. C'est vraiment une des premières choses qu'on voit maintenant. Et donc, on parle de cette fabrication. On est sur un décor de théâtre qui n'avait pas du tout vocation à survivre et qui a survécu parce qu'il a été oublié, littéralement, dans le grenier de l'hôtel de ville. Donc il a été retrouvé un peu par hasard il y a quelques années, et c'est la première fois qu'on l'a déroulé à la verticale. Il a toujours été déroulé pour l'instant à l'horizontale, donc ça fait que quelques semaines qu'on voit littéralement ce qu'il représente, surtout qu'il y a eu un gros travail déjà des restaurations. Il y a eu plusieurs phases de restauration, et là pour l'instant l'échafaudage est enlevé pour l'inauguration de demain, mais dès que la foule commence à baisser, on va recommencer la restauration devant le public, tout ce qui est les dernières retouches à faire qui doivent se faire à la verticale. Et donc la question de la restauration, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu aborder dans le dispositif. On a vraiment toute une thématique sur les différents stades de restauration, l'état général, l'histoire de cette toile, pour aborder vraiment toutes les problématiques. Alors on a un outil aussi que j'aime beaucoup sur ce dispositif, qui je pense est arriver à tout le monde, parce qu'on a quand même toujours ce côté un petit peu ludique, un avant-après qui permet un petit peu de voir qu'en fait on est sur une représentation de la Grand Place extrêmement réaliste.
C'est vraiment incroyable. Et on a beau le dire, quand on le voit, c'est vraiment très très parlant. Ça colle pratiquement au millimètre près. Et c'est un petit peu tout ça qu'on voulait aborder ici. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas la piscine, on est presque en face de l'hôtel de ville qui existe. C'est ça, on est sur le boulevard Jean Lebas. En fait, on est littéralement entre l'hôtel de ville et la gare de la ville. Pour revenir à la restauration que vous ferez devant le public, elle va durer combien de temps? Alors ça, moi je n'ai plus en tête les dates, le temps de restauration. Ça dépendra aussi un petit peu de la disponibilité des restaurateurs et des difficultés rencontrées. Donc ça, j'avoue que je... Exactement. C'est aussi montrer un petit peu tout le travail, voilà, les coulisses. Et je pense que les gens sont assez friands. Et se rendre compte aussi de l'état dans lequel on l'a récupéré. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la photo qu'on a utilisée, c'est la photo de quand si on revient sur aujourd'hui, par exemple, on voit encore la grande trace. Donc là, on est sur l'état qu'on a avant restauration. Et on voit déjà que les couleurs sont beaucoup plus vives. Donc ça, c'est des choses aussi que... Elle est vraiment abîmée. Voilà. Dans son grenier, elle n'a pas... Exactement. Et à terme, c'est un outil qu'on aimerait aussi continuer à développer sur cette question du avant-après la restauration pour qu'on puisse vraiment montrer au public l'intérêt. C'est une toile qui est très très fragile, hein, très très sensible à l'eau. Donc il y a vraiment tout un travail de conservation autour de celle-là. Alors, à chaque étape de la visite cet après-midi, on va parler de la manière dont ont été conçus les outils. Donc, sur cette étape, donc en fait, vous avez lancé un appel d'offres, comme toute institution culturelle publique qui se respecte, et donc des lots ont été attribués à différents prestataires. Et donc, sur cet outil, sur ce dispositif du panorama, quelles ont été les entreprises impliquées ? Alors, pour tout ce qui est nos interactifs, qu'on a un petit peu appelé ça notre marché interactif, c'est Mazedia qui nous a suivis et vraiment nous a supportés. Et encore maintenant, Julien, il n'aura pas le temps de me regarder aujourd'hui, mais je lui passe le bonjour parce qu'il est encore en train de travailler pour que tout soit prêt demain matin. Et vu la richesse des contenus, on n'a pas forcément facilité leur tâche. Donc ça, pour ça, c'est Mazedia. Puis après, il y a un gros travail documentaire à la fois des équipes du musée, que ça soit Amandine à la documentation, différents stagiaires qui ont travaillé, Lorraine, Laura, etc. Et aussi toutes les équipes de la BNR, donc la Bibliothèque numérique de Roubaix, qui ont fait un travail extraordinaire à nous fournir toutes les photos à haute définition qui permettront de nous balader plus amplement dans ce dispositif. Alors ce que je te propose, en plus il y a du bruit maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ce qui nous permet de découvrir du coup à en se baladant dans les galeries et les allées des galeries, entre les galeries, de découvrir ce magnifique espace donc qui ouvre demain. On avait prévu de faire une pause ici, mais le bruit, peut-être qu'on peut se mettre là quand même. Avant de regarder les autres outils fixes, on peut peut-être dire un mot de l'audio guide. Donc comme on disait un petit peu avec Marine, en fait l'agrandissement et l'enrichissement du musée a vraiment été l'occasion de repenser totalement la médiation. Et forcément la question d'un guide de visite s'est posée assez rapidement. Donc tout a été réfléchi, hein, la question du visio-guide qu'on peut retrouver dans plusieurs musées. Nous on avait vraiment un public très 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 friand de l'audio-guide, donc on est resté sur une offre d'audio-guide très très classique, avec donc un matériel que j'ai ramené ici. Hein. Oui, merci, je suis un petit peu chargée, qui est vraiment le matériel classique d'Orfeo, on a voulu quelque chose de très léger et maniable, et les contenus ont été réalisés par Sycomore. L'idée était vraiment de remettre un peu au goût du jour. Hein. On était sur des contenus audio qui avaient une dizaine d'années, déjà qui en plus ne traitaient que de la partie originale. Donc là, on a vraiment tout agrandi, donc toutes les parties sont traitées et permettent un parcours de 2 heures à travers la collection. Avec une grande nouveauté sur ce parcours, on a des textes de salle, c'est-à-dire qu'on a vraiment des introductions thématiques, parce que c'est quelque chose que les gens avaient des fois du mal à comprendre. On a un accrochage qui est assez particulier, on passe du thématique au monographique, et là, on a vraiment du coup dans cet audio guide une numérotation particulière qui permet d'expliquer qu'est-ce que je vais vous présenter et pourquoi, parce qu'ici forcément rien n'est laissé au hasard, je peux vous l'assurer. Et donc ça veut dire que sur chaque cartel sur chaque œuvre faisant l'objet d'un commentaire audio, il y a un numéro à composer sur la petite machine magique d'Orfeo. C'est classique, et chaque pièce, chaque salle du musée a une nouvelle numérotation, et cette numérotation est également un numéro permettant d'avoir un contenu audio. Alors j'imagine que vous aviez regardé les solutions de géolocalisation dans vos réflexions en amont avant de lancer les marchés.
C'est ça, oui, c'est ça qu'on a regardé un petit peu tout ce qu'il y avait. Après, on est aussi pris par le temps. Je pense qu'il y a des solutions maintenant extrêmement passionnantes justement sur que ce soit la localisation ou des mises en route directement des contenus. C'est des choses, je pense qu'il faut tellement réfléchir. Il aurait fallu qu'on ne fasse que ça, je pense, sur l'année. Là, on est sur 6 dispositifs différents en un an. Donc c'était très 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 dense. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens à le préciser pour ceux qui viendront nous voir demain. Par exemple, l'audio guide ne présenté pour l'instant qu'en français. La version anglaise et néerlandaise arrive dans 2 mois. Et c'est pareil pour tous les dispositifs. On n'a pas pu encore travailler sur les traductions tellement qu'on arrive tout juste. Bon, alors le work in progress. Du coup, on va marcher un petit peu, on va aller on va rentrer dans la galerie des sculptures et ce sera l'occasion de nous présenter un des nouveaux outils dans l'offre de médiation, outil spécifique pour les enfants, la tablette, jeunesse ou famille, je ne sais pas trop comment dire. Alors, ce qu'on peut dire en attendant d'arriver au milieu de la salle des sculptures, c'est qu'il y a 3 expositions pour l'ouverture demain. Donc, c'est un programme dense. 5, oh là là là. Alors là, voilà. Donc là, on passe devant les expositions Pablo Picasso et Hervé Di Rosa. On est vraiment dans des genres complètement différents. On verra tout à l'heure l'exposition consacrée à Alberto Giacometti et donc les 2 autres expositions. Il y a les tableaux fantômes de Bailleul et Nage libre qui sont des réflexions autour de la céramique qui seront présentées elles dans les cabines. Donc un programme vraiment super éclectique pour la réouverture. Alors là, on est au milieu de la salle des sculptures et Laura va vous présenter son nouveau bébé. Il est vraiment tout chaud parce qu'il vient d'arriver, le premier exemplaire. Tout arrive en dernière minute, un peu comme toujours. Donc là, on est sur tablette jeune public. Nous, on appelait ça tablette jeune public, c'est un peu notre langage interne. Donc c'est un jeu qui a été totalement conçu pour les enfants qui viennent en famille, donc vraiment en individuel, entre 6 et 12 ans. Donc chaque famille pourra avoir une tablette gratuitement à l'entrée du musée, sous réserve de s'acquitter des droits de l'entrée du musée quand même, ça n'exempte pas de payer. Mais on a vraiment voulu garder ce caractère gratuit, Marine l'a rappelé, les jeunes publics sont vraiment l'ADN, le cœur du musée et du coup on est resté vraiment sur une offre dans ce cadre. Donc là, le jeu sera vraiment mis en place mardi matin. On n'a pas fait le choix de le mettre pendant la réouverture, vu le monde. On ne voulait pas forcément que l'expérience soit gâchée. Mais je peux vous montrer aussi quelques images. Malheureusement, le jeu n'est pas encore installé sur la tablette. Il le sera lundi parce que tout serait fait en direct. Mais je peux vous montrer... Oui, je vais faire comme ça, parfait. Ça va être plus facile. Voilà. Une petite capture vidéo qui permet de voir un petit peu déjà le design. On va être sur un parcours, 2 parcours différents. Autour d'un petit personnage qui s'appelle Camille. Chaque parcours va avoir une thématique assez forte avec une énigme, comme c'est souvent le cas. L'idée, ça sera, on s'est vraiment basé sur l'ADN, ce que faisait la piscine. Ici, c'est un véritable brevet de maître nageur qu'ont eu les enfants dans les années 30. Donc, on a repris ce brevet et les enfants pourront l'avoir à l'accueil ou se le faire envoyer par email. On prend sa photo, etc. Et on peut arriver sur plus. Donc je vais avancer un petit peu, vous voyez un petit peu différent. Chaque parcours va arriver. L'enfant va devoir se diriger dans les salles, arriver à chaque œuvre, et les œuvres vont vont le questionner, vont avoir plusieurs systèmes de jeu. Toute la question a été en fait de comment faire que l'enfant regarde l'œuvre. Donc pratiquement jamais on ne reproduit l'œuvre sur l'écran. C'est toujours un contenu qui va l'aider à regarder l'œuvre et il faut que l'enfant tourne autour. Donc ça c'est quelque chose que nous qui a vraiment bien marché. On a fait un test au mois de mars du premier parcours. Le deuxième n'a pas encore été testé. Donc le premier est un parcours qui regroupe toutes les salles qu'on appelle Beaux-Arts, donc les salles de l'ancien musée. Et le deuxième parcours qui n'a pas encore été testé sont sur les salles de l'extension. Donc là c'est le deuxième parcours que vous voyez là qui défile un petit peu sur les vitraux. Donc au cours du test, on s'est rendu compte que c'était extraordinaire, ça marchait très très bien. On a vu les enfants tourner autour des sculptures, s'interroger, chercher des réponses sur les cartels et on a l'impression qu'on a trouvé le bon compromis sur la fonctionnalité. Après on n'a pas du tout, on a voulu quelque chose de très ludique, mais on a toujours un petit contenu. Vous avez vu tout à l'heure de passer ce qu'on appelait le petit plus.
par lequel il faut passer un petit peu obligatoirement pour passer à l'étape suivante. On doit arriver à lire quelques informations, toujours quand même un petit peu décalées, autour du musée de ses collections. L'idée étant vraiment que qu'on se retrouve avec un dialogue entre les parents et l'enfant. Nous, on a vu plusieurs parents râler parce que l'enfant allait trop vite, alors que le parent voulait lire l'information. Et ça, c'était assez génial et c'est ce qu'on cherchait. Et donc, on espère que la mise en route mardi sera un succès. Du coup, on est sur un parcours famille. Oui, je pense que oui. J'ai vraiment cette impression que c'est peut-être un outil très intéressant pour les parents qui, des fois, n'ont pas forcément l'impression que c'est un lieu pour eux et leurs enfants, en se disant qu'ils ne vont pas savoir quoi raconter. Alors que là, en fait, on se retrouve avec un outil qui permet à la fois aux parents et aux enfants de découvrir les œuvres, sachant que le parent va forcément être partie prenante du jeu. Alors, je voulais dire qu'on avait un petit message de Julien qui nous regarde. Donc, je pense, il a juste fait une petite pause avant de se replonger dans les derniers préparatifs. Donc du coup, on a vu. Alors, j'avais promis pour chaque étape, pour chaque outil d'expliquer comment ça avait été fait. Voilà. Donc ici, c'est l'entreprise Opixido qui nous a suivis depuis le début. Et là, pareil, Jeanne, Félix et Orion ont été toujours, à chaque fois, de très bons conseils et très très patients avec nous. Là encore, j'ai envoyé les derniers contenus ce matin. Donc ils ont encore du travail avant d'arriver lundi. Et ça a été un vrai travail de collaboration. Et le jeu, je pense, elle m'avait l'air de nous dire qu'eux, ils ont été très fiers. Nous aussi, c'est quelque chose qui est un jeu qui nous tient très, très à cœur, avec ce petit personnage Camille qui traverse, qu'on espère qu'il va devenir un peu iconique au musée et qui peut-être pourra être décliné sous d'autres formes en suivant. Alors on va continuer notre petite exploration du coup de ces nouveaux espaces à la piscine. On va continuer de traverser la salle des sculptures, la galerie des sculptures qui est magnifique. Alors ça, ce matin, on était avec tout un groupe de journalistes. C'est un passage qui plaît énormément. Mais je pense que c'est aussi un des passages préférés, même ici au sein du musée. C'est des choses que nous, on a découvert aussi au fur et à mesure, parce qu'entre les plans, faut imaginer qu'il y a encore très peu de temps, on était sur 2 murs en béton. Donc, et c'est vrai qu'il a un aspect assez magique. C'est vraiment, moi personnellement, c'est un de mes espaces préférés, même si pour le coup, je n'ai pas de dispositif ici. Et j'espère que ça plaira à notre nouveau public et à tous les amoureux de la piscine qui nous font part de leur impatience depuis nos 6 mois de fermeture en nous demandant quand est-ce qu'on ouvre. Et on a vraiment essayé de faire au plus vite, mais déjà, c'était très court. Je reviens sur la tablette. Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, parce que j'étais en train de regarder les messages. Le jeu sur la tablette n'est pas téléchargeable. Et du coup, vous mettez à disposition du public 30 tablettes. C'est ça. Donc ça sera disponible uniquement à l'accueil. On avait voulu vraiment faire un objet uniquement in situ. L'idée, c'était vraiment de découvrir le musée et de venir au musée. Donc on n'a aucune intention de le mettre en ligne sur les stores, quels qu'ils soient. Et tu as parlé de 2 parcours. Chacun des parcours dure à peu près combien de temps ? 1 heure pour les très rapides qui ne lisent pas forcément tous les textes, ce qui peut arriver. Mais on est bien sur 1h15 de parcours en prenant le temps, etc. Avec à chaque fois des petits bonus à la fin, comme par exemple sur notre parcours qui s'appelle la machine temporelle. L'enfant découvre une vidéo qui l'emmène dans la piscine des années 30, qui permet un peu de redécouvrir le lieu. Donc on est vraiment resté sur le lieu, la piscine, ne pas s'écarter à la fois de nos œuvres et de notre histoire. Alors ici, on est dans un autre espace, nouvel espace, qui a énormément plu ce matin lors de la visite, alors avec un vrai effet waouh, et ce qui nécessite, alors l'espace nécessite évidemment un peu d'explication historique. Oui, alors je ne suis pas forcément la mieux passée pour l'historique, mais à force d'entendre les équipes de conservateurs en discuter, on commence un petit peu à cerner. Donc en fait, ici, on est dans l'atelier Bouchard, qui a été reconstitué à l'identique de l'atelier de cet artiste du début du siècle, tel qu'il était rue de Livette à Paris. En fait, il est
À sa mort, ses descendants en fait, ont repris son atelier et on en fait un musée qui a tourné jusqu'en 2007. Et en 2007, les héritiers ont fait don de toutes les œuvres au musée La Piscine. Donc on est sur 1600 œuvres en tout dans le fonds Bouchard. Et là, dans l'atelier, vous voyez, il y a 900 références. Et donc très vite s'est posé la question de comment valoriser ce fonds. On voulait vraiment remettre... sur l'outil, vous verrez qu'on met des photos de l'atelier de 2007. Vous verrez que tout a été fait pratiquement le plus possible à l'identique, avec nos contraintes de musée. C'est qu'on on peut pas se balader dans les œuvres comme à l'époque. Et du coup, pour valoriser, on est parti sur cette idée de cartel numérique. C'était vraiment la façon la plus simple. Et là, on est sur un outil qui est très différent dans l'esprit de celui du panorama qu'on a vu au début. Ici, on est vraiment sur un outil documentaire qui permet en fait vraiment d'explorer l'atelier. Donc, avec cette vue panoramique qui permet de voir toutes les œuvres, de zoomer dans celles qu'on ne voit pas forcément très bien, et encore une fois d'interroger. Toujours cette question de qu'est-ce que je vois et d'aller voir par exemple là les cartels, etc. Donc on est vraiment sur de l'information un peu plus brute et approfondir. Par contre, on a tout ce fond de photos qui est assez extraordinaire, qui permet de voir tout ça. Donc, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on a un outil qui est complètement en lien avec Gécole, donc notre catalogue de collection, et qui sera également en ligne, accessible en ligne. Donc, il reste dans la lignée des efforts faits par le musée avec la mise en ligne de ses collections sur Navigart, que vous pouvez retrouver sur le site du musée. On avait mis en ligne en premier, je pense, Poujon lors de l'exposition l'année dernière, enfin en début d'année cette année, pardon. Et là récemment, juste avant la fermeture, on avait mis en ligne les récents achats de Camille Claudel qui avaient été faits, qui avaient fait un peu grand bruit, vraiment notre grand moment avant la fermeture. Et donc là, on est sur un outil là qui se veut complètement évolutif, c'est-à-dire que là il ne sera pas totalement terminé à l'ouverture, mais il va se mettre à jour tous les jours. Donc tous les jours, si notre documentaliste rajoute une information, rajoute une photo, etc., et ben le public va avoir accès le jour même. Et encore une fois... Et du coup, il aura accès ici au musée, et il aura accès en ligne. On peut peut-être pas zoomer. Hop, un petit souci encore. Allez, on est sur la version test. Je vais sortir ici. Voilà. Là, on peut zoomer. Alors l'idée, c'est d'aborder encore une fois toutes ces 900 œuvres de plusieurs manières différentes. Donc on a cette exploration qui est juste une exploration visuelle. Et après, on a aussi une exploration par thématique qui permet en fait d'avoir des mises en regard de photos. Donc ici, on peut revenir sur le menu et aller ici, par exemple, sur tout ce qui est les femmes. Ah, bah tiens, bah oui, alors, ça n'a pas fait ça. C'est le syndrome de la démo. Il suffit qu'on fasse une démo. On va aller sur la... Bah, pour tout regarder, je pense que Julien peut nous répondre directement. Ils sont en train de travailler aussi derrière pour que tout soit prêt Julien. demain. Non, mais pour le coup, il est en train de travailler. Comme on n'est pas sur les versions définitives, là, par exemple, vous voyez encore le texte, il faut qu'il soit intégré. Voilà, donc ça, normalement, on devrait pouvoir le trouver. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'abord thématique qui permet d'avoir la 76 œuvres autour des femmes, qui permet d'avancer un petit peu. Et l'idée sera aussi à terme de pouvoir localiser les œuvres, parce que là, on n'en voit qu'une très petite partie. Il faut imaginer que toutes les étagères qui sont derrière sont totalement remplies d'œuvres. Mais vraiment, même les armoires, même en dessous, par terre, enfin voilà, c'est vraiment très très plein. Et donc à chaque notice d'œuvre, on pourra localiser de manière un peu grossière l'œuvre dans l'atelier, savoir si elle est plutôt en bas, en haut, tout ça.
Alors, Aurélie d'Opixido nous écrit la loi de la présentation en direct, ça ne fonctionne jamais. Mais si, ça fonctionne, ça fonctionne, je sais pas. Et pour le coup, c'est vraiment une erreur qu'on n'a pas eue depuis le début. Donc c'était bien que vous veniez, comme ça, j'espère que Julien l'a vu. Voilà, le test du bug. Parce qu'il y a des choses qu'on a vues, on sait que c'est la version de test, mais pour d'autres, c'est très bien. De toute façon, je pense que demain, c'est des choses qui risquent d'arriver également. Il faut... Donc vous allez avoir les 5000 ou 10 000 premiers visiteurs. Oui, exactement. On ne sait pas combien. Je n'ose même pas imaginer. Alors, question pratique à nouveau. Donc tu as parlé de la base de données, donc Vidéo Muséum, oui, et la partie cartel écran multitouche a été développé par... C'est encore Mazedia qui nous a fait tous les interactifs. Et cette fois, ils ont vraiment dû se mettre en lien, je crois comme il avait fait déjà à Nantes, avec directement Vidéo Muséum, qui est encore aussi, on leur remercie leurs équipes, parce qu'ils ne sont pas une grosse équipe et ils nous ont suivis dans nos desiderata diverses de je veux mettre en ligne, etc. Et donc ça a été encore une belle aventure. Et là, pour le coup, on est sur un outil qui a été vraiment pris en main par notre documentaliste Amandine. Voilà, vraiment tous les services du musée, un service public, documentation, conservation, communication, tous les services du musée ont participé à tous les outils numériques d'une manière ou d'une autre. Alors on va quitter ce superbe atelier Bouchard, du sculpteur Bouchard, et on va aller dans une autre salle, la salle suivante. On reste dans le monde de la sculpture, qui est une thématique extrêmement importante dans l'extension. Vous aviez beaucoup de sculptures dans vos collections que vous ne pouviez pas montrer au public, donc c'était vraiment un des objectifs de cette extension. Et donc là, on va avoir plusieurs activités proposées au public, aux enfants ou aux adultes, autour du thème de la sculpture, mais la sculpture, comment on fait de la sculpture, ou comment on a fait de la sculpture du moins. Cette salle nous permet vraiment de rentrer dans la question du didactique, c'est-à-dire qu'on est sur une salle qui se veut vraiment pédagogique, montrant un petit peu les différentes techniques, les différentes phases de travail d'un artiste. Et on aura à la fois donc des vidéos didactiques avec les dessins animés, mais également des bronzes tactiles, là, comme vous voyez au milieu. Oui, ça on peut toucher, voilà. Donc je touche. Il faudra vraiment écrire. Oui, à toucher, oui. Allez-y. Oui, ça c'est prévu. Il faut aussi qu'on les socle un peu. Donc là, on est sur des bronzes qu'on appelle posthumes. Hein. Donc c'est des bronzes qui ont été réalisés après la mort de... Là, on est sur des œuvres de Bouchard également. Après son décès par ses héritiers, ce qui fait qu'on n'est pas sur des œuvres originales. Hein. C'est pour ça qu'on a le droit de les toucher. Les œuvres originales sont, elles, dans les vitrines sous verre. Quand même. Voilà. Mais vraiment, c'est une salle dans laquelle on a pu réellement jouer. Hein. C'est vrai qu'avec Alice Massé, ça a permis de ressortir des œuvres et de les mettre en regard, différentes étapes de construction, la façon dont l'artiste travaille avec les matériaux, et également de parler un petit peu de ces techniques. Beaucoup de gens ont entendu, par exemple, la question, enfin la phrase fonte à la cire perdue, et je pense que très très peu sont capables d'expliquer ce que ça veut dire. Et donc on a essayé de relever un peu ce défi avec 4 vidéos didactiques qu'on a choisies sous le couvert de l'animation. Donc on est parti sur vraiment des vidéos d'animation représentant chacune une grande technique de la sculpture. Donc ici par exemple le moulage. Donc on a 2 techniques à proprement parler, le moulage à creux perdu et ensuite le moulage à bon creux. Alors ces vidéos ont été réalisées par Avril Film, et Pauline et Marion, qui ont été aussi une équipe assez formidable, qui sont encore maintenant à travailler encore une fois sur la dernière vidéo qui toute chaude va sortir là dans les prochaines minutes. Et ce qui était passionnant dans ce projet, c'est que ce sont des dessins animés qu'on a travaillé en coproduction avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon. Donc le Musée des Beaux-Arts de Lyon va avoir, dès que nous on aura fini de tout modéliser, ils vont pouvoir projeter dans leur nouvelle salle également dédiée aux techniques de la sculpture, dans leur couloir menant à la chapelle, les 4 vidéos autour de ces questions, également en regard avec les outils, etc., toujours dans un esprit pédagogique. Donc ça n'a pas toujours été facile parce que simplifier les techniques de la sculpture sans perdre l'essentiel du travail, ça a été très compliqué. Donc ici, on a été très content de travailler avec des artistes
qui avait cette fibre un petit peu didactique et humoristique. Et, ces petits bonhommes permettent vraiment de suivre des étapes qui sont absolument pas rigolotes en soi, mais il leur arrive toujours quelque chose qui fait qu'on a toujours envie de savoir réellement ce qui va se passer. Alors, tu parles de coproduction de ces 4 films. Oui. Est-ce que ça veut dire aussi co-conception avec le Oui, MBA totalement. Oui, totalement. Ils ont été partie prenante dès le début et jusqu'à la fin. Là, c'est vrai que on termine un petit peu les finitions parce qu'en fait, nous, on travaille sur... Comme nous, on a un petit interactif également créé par Mazedia qui nous permet de choisir la langue, anglais et français. On est sur... Voilà, en ce moment, on travaille sur tous les titres et les langues. Alors qu'à Lyon, eux, ils vont être sur une version bilingue. Donc à partir de là, nos chemins sont un peu séparés, et eux, ils vont travailler justement sur la façon d'intégrer leur texte en bilingue. Mais sinon, non, ça a été du bout en bout, même de la rédaction du cahier des charges, des premiers synopsis. Il a fallu vraiment se mettre tous d'accord, et ça a été très très bien parce qu'on était tous sur la même longueur d'onde, et pourtant on était une belle équipe de musées qui n'ont pas forcément les mêmes histoires mais qui sont très bien entendus là-dessus, donc c'était vraiment une très très belle aventure. J'en profite pour les saluer, je pense, qui viennent demain, j'espère, et du coup voilà. Est-ce que cette coopération sur ces films donne envie de faire d'autres coopérations autour des outils numériques avec d'autres musées, toujours avec le musée des Beaux-Arts de Lyon? Ça, je pense. Après, c'est vrai que c'est un peu l'occasion qui a fait le larron, comme on dit. Je pense que c'était vraiment une question de rencontre. Alice avait entendu que Monsieur Pacou, Stéphane Pacou de Lyon, avait cette idée de film didactique, et du coup, en l'appelant, en disant est-ce que ça t'intéresse, c'est parti comme ça. Mais je pense qu'effectivement, on se rend compte que beaucoup de musées ont les mêmes envies et à peu près les mêmes idées, et qu'il y a une idée magnifique de pouvoir travailler comme ça. Ils ont été un très grand apport parce qu'on a travaillé également avec plusieurs services de leur côté, également le service des publics, et ce qui permet vraiment d'avoir un point de vue très très large sur ces questions-là. Et donc à côté des vidéos, on a voulu également ajouter ce qu'on a appelé la liste tactile, qui permet en fait de présenter des matériaux également à toucher. Toujours en regard avec les techniques. Donc ici, vous allez à un petit ours en biscuit, donc c'est en porcelaine, qui sort tout juste du four. Mais vraiment tout juste. Julien, qui est au musée, un animateur du musée, qui l'a sorti du four tout à l'heure, n'en a pas dormi cette nuit, tellement qu'il avait peur qu'il casse. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que j'allais te poser la question du prestataire. Là, il n'y a pas de prestataire. Non, là, il n'y a pas de prestataire. Enfin, pour les marbres, et là-bas, oui, on n'a pas de marbrier dans l'équipe, mais là, nous, on a pas mal d'artistes plasticiens. Donc, on a Julien et Jean-Luc qui nous ont gentiment prêté main forte pour nous créer ces petits modules. Donc, on est sur des modules carrés, donc on a un peu cette envie aussi de pouvoir changer, de les déplacer au gré des envies, et puis aussi de leur pérennité, hein, parce qu'on se doute que c'est des choses qui n'ont pas forcément avoir une durée de vie gigantesque, mais qui pourront être interchangeables. Donc après le modelage qu'on a vu avec le travail de Julien, ici on a tout le travail sur le moulage, avec un moule en élastomère. On est sur ces questions, encore une fois, la frustration de ne plus jamais rien toucher dans les musées. Je pense qu'on essaye d'y répondre un petit peu, et de sentir ces matières chaudes, froides, le plâtre, le métal, le bois, et même le travail de la pierre. De l'autre côté, nous avons tout un travail sur la question de la taille dans la pierre. Chaque outil laisse une trace différente, et on est un petit peu sur cette question-là. Après, tout le centre de la pièce est un work in progress. Hein. C'est là pour l'instant, on a mis les 3 œuvres tactiles un petit peu en cette disposition, mais on risque de pouvoir retravailler sur un mobilier un peu plus adapté. Déjà, par exemple, c'est un petit peu haut pour les enfants. Voilà. Et puis, donc ça, c'est des choses qui sont en cours, qui laisse beaucoup de marge de manœuvre au musée pour la suite. Est-ce que dans toutes ces objets qui ont été reproduits et qui sont touchables, est-ce que la dimension public non-voyant ou malvoyant a été prise en compte dès le départ? Est-ce que c'est adapté est-ce que ces outils sont adaptés à ce public? Donc ici, c'est vrai que comme on était sur cette liste tactile, là encore une fois, pour une question de temps, nous n'aurons pas de cartel demain, mais c'est dans les tuyaux. On va avoir des cartels en braille qui vont venir expliquer chaque matériau, expliquant déjà la matière et la façon dont elle a été traitée, pour qu'on comprenne bien. À la fois, on regarde des films et on regarde des œuvres qui sont au-dessus. Tout se répond ici. On peut voir un petit peu toutes ces étapes. Enfin, c'est quelque chose. On est sur une salle assez complète de ce niveau-là.
Donc là, on espère que les gens se rendront compte du travail. Ce qu'on a voulu vraiment faire ressortir, c'est cette question du temps, du travail. C'est que la sculpture, c'est un vrai investissement physique et en temps. Hein. C'est-à-dire que pour faire des reproductions en pierre, en plâtre, la fameuse Apollon de 3 mètres ou de 7 mètres, comme le torse qu'on voit là-bas, on est sur des mois, voire des fois des années de travail. Donc c'est ce genre de dimensions qu'on voulait. Et puis le nombre d'acteurs également. C'est vrai que le sculpteur ne travaille jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui taille, il y a quelqu'un qui fond. Donc ça, c'est des choses qu'on voulait un peu mettre en avant de notre côté. Les ateliers dont on a parlé au tout début du live avec Marine, les 3 ateliers enfants qui ont été rajoutés, donc au total maintenant je crois que vous avez 6 ateliers, ils se déroulent dans les salles d'exposition du musée ou ils se déroulent dans des salles dédiées aux ateliers? Alors, il y a les salles d'ateliers, il y a vraiment les ateliers. Moi, le système, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas m'avancer trop, mais pour les avoir vus travailler, souvent, il y a quand même toujours cette visite en salle en premier lieu, toujours ce rapport quand même à l'œuvre en premier. Et ensuite, on va expérimenter un peu tout ce qu'on a fait. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai même essayé, moi, en tant que visiteur lambda. On a régulièrement des week-ends famille avec une entrée gratuite et la possibilité de participer à un atelier. Et ça, c'est vraiment aussi assez génial. On suit un animateur en entrée libre pour justement se rendre compte un petit peu de tout ce travail qui est fait juste sur cette sensibilisation technique et artistique. Alors ça, on va aller dans le dernier espace de notre visite live, qui est l'espace qui s'appelle Vidéobox. Et alors, et pour le coup, on parlait de chantier tout à l'heure, il est vraiment encore en chantier, parce que le mobilier est encore dans son plastique. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu l'objet et l'utilisation de cet espace. Je crois qu'il faut que tu trouves une tablette pour pouvoir piloter. Et donc on est à la fin du parcours sculpture. On va en profiter juste pour jeter un œil sur une des 5 expositions de l'ouverture, qui est l'exposition consacrée à Giacometti. Donc, l'idée ici était un peu de créer en fait une salle de projection. C'était quelque chose qui manquait au musée, qui avait toujours été un peu dans les têtes, mais il fallait un peu d'espace. On n'est pas sur un musée qui était très grand à l'origine, donc là ça a permis de créer une salle de toutes pièces. Et là, cette salle de projection, elle a l'intérêt d'être dans la suite du parcours didactique. C'est-à-dire qu'on a cette question d'atelier, cette salle didactique, et ensuite on a la salle de projection qui permet vraiment d'aborder différentes thématiques. Donc là, pour la réouverture, on présente un film sur Giacometti, on le voit au travail, parlant de son rapport à la sculpture, et ça permet justement d'introduire cette exposition temporaire qui est présentée juste à côté. Donc ça veut dire que la programmation va évoluer au fil de la programmation des expositions. C'est ça. On a vraiment cette liberté de pouvoir facilement changer et de l'utiliser un petit peu comme une salle de cinéma un petit peu exceptionnelle. Donc après, la petite particularité qu'on a, encore une fois, c'est Mazedia qui nous a développé ça, c'est que ce vidéo box, en fait, c'est pas juste un projecteur avec une clé USB qui tourne, elle est pilotable par une tablette, et ça, c'est la tablette donc maître pour les guides. C'est vraiment une télécommande. Donc les guides auront cette tablette qui pourront déjà leur servir pour diffuser des images ou des films au cours de leurs différentes visites et leurs différentes thématiques, donc ils pourront la remplir comme ils veulent, et ils ont également donc une petite application qui s'appelle Vidéobox, qui leur permet en fait de lancer différents films. Donc on a la boucle qui est toujours ici pour le public individuel par défaut. Mais si je veux prendre la main, je lance la sculpture et les sculpteurs, et là je peux parler de mon film en rapport avec la thématique de mon groupe. On est sur une salle qui, une fois qu'elle sera rangée et déballée, pourra accueillir à peu près 18 à 20 personnes. Et ça sera vraiment un bon moment, un bon moment de pause dans la visite aussi pour les publics ou pour les groupes. J'imaginais également par exemple pouvoir placer ici les films didactiques à côté, qui permettra de les monter à un groupe d'enfants par exemple, et dire voilà, tiens, avec un animateur on va aborder la technique du modelage, on va regarder le film et dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être aussi une très bonne base de travail. Donc ça veut dire que chaque guide du musée a sa tablette qui lui appartient et qui lui permet aussi de la personnaliser avec ses propres documents. Non,
pas vraiment, parce que pour l'instant, c'est un besoin que nous, on ne sait pas encore comment ça va être pris en main. Donc pour l'instant, on a juste 8 tablettes qui sont disponibles au niveau de l'accueil groupe pour les guides. Et à ce moment-là, effectivement, ils pourront les personnaliser plus ou moins. Je pense qu'on faudra qu'on trouve un système pour que ça soit utilisable comme ça. Mais après, c'est amené à se développer comme on est sur une application. Là, il y a ces 8 tablettes de test, un petit peu, voir un petit peu comment le contenu prend, si vraiment c'est un outil qu'ils utilisent beaucoup. Et à ce moment-là, on pourra petit à petit développer, agrandir aussi notre offre de films. C'est quelque chose de totalement évolutif, encore une fois. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si on a donné le type de matériel qu'il y avait sur ce que si je pose pas la question, on va me la poser après. Donc c'est pour la tablette famille enfant, c'est un iPad, donc durci, enfin dans un environnement durci avec une belle coque qui se voit bien, bien qu'on peut bien prendre en main. Et la tablette médiateur. C'est une tablette Android classique qui est, je crois, c'est la Samsung A. De mémoire, sans vraiment avoir fait vraiment attention. C'est vrai qu'il y avait plus d'enjeux sur la tablette enfant. C'est vrai que l'iPad permettant de bloquer les boutons et de faire un mode totalement clos. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment plu. Et on dit l'iPad aussi plus robuste dans un usage un peu intensif. Et là, c'est vrai qu'on a eu de la chance parce que le nouveau 2018 en plus est à la fois moins cher et plus performant que les précédents. Donc voilà, on est tombé au bon moment là-dedans. Et au niveau de la taille, on est très bien et j'étais très étonnée du poids. Mais là, voilà, on vient de les recevoir, donc je ne peux pas aller vraiment plus loin dans les tests. Alors, on a fini notre parcours. Moi, j'avais 2 ou 3 petites questions à te poser. Une première question par rapport à... On va retourner dans la lumière. Alors, première question, c'est par rapport aux évaluations. Tu as parlé de tests déjà réalisés avant la réouverture. Est-ce que vous allez être en process d'évaluation un peu permanent ou régulier au moins sur ces nouveaux outils ? Je pense au début, il va forcément avoir, comment là on finit vraiment tout juste, il va forcément avoir pas mal de retours. Pour l'instant, pour un caché, on n'a pas eu le temps de penser à l'après. On est un petit peu la tête dans le guidon pour le week-end prochain et la semaine prochaine. Et je pense que c'est des choses qui se mettront en place effectivement après. Moi, en parallèle, je donne des cours également à l'Université de Lille 3, tous les parcours industrie culturelle et créative. Et c'est avec eux qu'on avait déjà fait des tests sur la tablette l'année dernière. Donc c'est aussi des choses qu'on peut renouveler. Voilà. C'est vrai que c'était assez intéressant d'avoir ces Jason, si un jour il m'entend, qui était venu nous aider, qui nous avait créé un protocole pour le mois de mars et qui nous avait vraiment aidé. Il avait interviewé les enfants et les parents et on avait vraiment pu retrouver des très très bons résultats qui nous a vraiment confortés. On a changé quelque chose et puis conforté dans nos choix aussi. Ça, c'était vraiment très très précieux. Alors la deuxième question, c'est que le numérique, comme tu le disais au départ et comme le disait Marine, vous avez profité de cette extension pour mettre du numérique parce que jusqu'à maintenant vous n'étiez pas super numérique. Mais j'ai remarqué que l'une des expositions, des 5 expositions d'ouverture qui n'est pas dans l'extension, qui est dans l'ancienne partie, a du numérique, a des QR codes. Donc est-ce que ça veut dire que le numérique maintenant va pouvoir aussi se diffuser dans, j'allais dire l'ancienne partie, c'est pas, dans la partie historique du musée? Oui, c'est ce qui est un peu ce qui est voulu. Je pense qu'encore une fois, on n'a pas mis du numérique pour mettre du numérique. Je pense que c'est absolument pas l'idée de Monsieur Gaudichon sur ce point. Et donc les choses se viendront en fonction petit à petit. Là, un des gros projets, bon pour le coup, il concernera encore l'extension, mais ça serait une table tactile interactive sur l'histoire de la ville de Roubaix. Qui se retrouverait au centre de cette grande salle, qui contrairement au panorama qui lui vraiment parle autour de cette œuvre, qui dégraisse un peu sur l'histoire de Roubaix, là on serait vraiment Roubaix, faire sortir les gens du musée. C'est un peu cette grande idée de se dire que beaucoup de visiteurs viennent à Roubaix et ne vont pas forcément visiter les alentours, alors que ça soit la Grand Place, l'N7, on a énormément de choses à voir dans les alentours et voilà, c'est un petit peu ce point-là. Et alors j'avais 2 dernières questions, avant de prendre peut-être des questions qui sont arrivées pendant notre visite. La première, c'est est-ce que vous imaginez, vous avez fait une coopération avec le Palais des Beaux-Arts de Lille, est-ce que vous imaginez des coopérations, de Lyon, est-ce que vous imaginez, lapsus, est-ce que vous imaginez des coopérations avec des musées de la région, parce que la région est dense, riche en musées, sur des outils que vous pourriez partager, pour faire des économies d'échelle et pour faire la coopération régionale? Oui, alors ça c'est quelque chose qui est encore une fois dans les tuyaux. C'est donc la table histoire de Roubaix sera quelque chose de beaucoup plus local forcément parce qu'on est peut-être aussi sur Roubaix au sens large avec Tourcoing et la région. Mais après on a tout un début de questionnement avec la MEL sur justement cet outil numérique qui pourrait être conjoint à tous les musées de la métropole.
Ça, c'est quelque chose qui est pareil dans les cartons, qui a été mis un peu en pause à cause de l'ouverture. Vraiment, on n'a juste plus la force en termes de personnel pour travailler là-dessus, mais qui va sûrement être repris en main dès qu'on y verra un peu plus clair ici. Et dernière question de ma part, est-ce qu'il y a un outil ou une expérience ou un service que vous avez rêvé de faire que vous n'avez pas pu faire faute de soit d'argent ou de temps? Là, moi, j'ai pas eu le temps d'y penser parce que quand je suis arrivée, c'était déjà lancé. Il a fallu réaliser tout ce qui avait déjà été pensé en général. Je pense que pour le coup, il y a énormément de choses. Je pense que la question de l'application de visite peut-être pour les expos temporaires, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Par exemple, l'audio guide, on a pu ne faire que le parcours permanent. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun outil de médiation, voilà, à part le QR code dans les expos. Notre armée de guides qui sera là, humain. Mais il n'y a pas d'outil de médiation numérique non. Sur les expos temporaires. Maintenant, on se rend compte qu'on peut faire des choses très intéressantes, même au niveau d'un audio guide classique. C'est vrai qu'avec un personnage comme Hervé Di Rosa, l'avoir en interview qui raconte lui-même ses œuvres, ça aurait pu être quelque chose d'assez extraordinaire. Mais voilà, lui, il est également sur 3 expositions en même temps, donc je pense que c'était hors d'action au niveau du temps. Mais c'est des idées comme ça qu'on a en tête, et je pense qu'ils seront dans les tuyaux également, parce que c'est quelque chose qu'on a prévu dans les marchés sur les contenus, de faire une fois de temps en temps une des grosses expos de l'année, avec un parcours de médiation. Et bon, pour l'instant audio guide, mais qui pourrait changer un petit peu de forme. Alors je regarde juste si on a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors il faut que je mette les lunettes, parce que je suis trop vieux maintenant. Alors je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Alors j'arrive pas à accéder aux questions plus anciennes, mais j'ai regardé non, je pense que qu'on a fait le tour. Alors si vous avez éventuellement une ou deux questions à nous poser, vous la posez tout de suite. Et comme ça en direct on va répondre. Comme ça va permettre après à Laura de retourner travailler, et nous on va reprendre notre bus pour retourner à Paris. Alors est-ce qu'il y a des questions? Alors, combien de personnes ont été impliquées sur le projet? Oui, alors déjà, pratiquement toutes les équipes du musée. Combien de personnes sur le projet entier des numériques? C'est pratiquement, comme je vous l'ai dit, pratiquement chaque outil a eu un partenariat particulier. Donc, je n'ai pas fait le compte, mais on est sur bien une vingtaine, à mon avis, sur la totalité, entre nos prestataires vraiment directs, les gens du musée qui ont tous participé, de près ou de loin. Ça a été... Oui, on est sur beaucoup de gens. Beaucoup d'avis, mais beaucoup d'aides également, et de points de vue qui nous ont permis, on espère, d'avoir des outils performants et qui ne sont pas forcément voulus d'une originalité folle, mais costauds. Et une question sur le calendrier. Combien de temps vous a-t-il fallu entre le démarrage du projet, on va dire de la phase de réflexion, phase d'élaboration du cahier des charges, production et livraison? Alors, moi je suis arrivée déjà après la phase de réflexion, je suis arrivée il y a 1 an pile. Et un an pile, on était en fin de phase de conception, donc on a commencé à réfléchir avec notre AMO Pierre qui est en train de travailler également dans le coin à justement la rédaction des cahiers des charges et des fonctionnels, etc. Et donc ça nous a pris... Il faut savoir qu'on a eu 4 marchés en même temps à lancer, les audio guides, les interactifs, les marchés numériques, et je ne m'en rappelle même plus tellement qu'il y en avait, et le matériel. Oui, parce que le matériel, il faut que je cite absolument ETC, Nicolas d'ETC, qui nous a fait marcher nos matériels, mais alors de manière extraordinaire. Et vraiment, et ça c'était vraiment génial, parce que mettre tout en réseau, ça a été pas une mince affaire ici. Rien n'était connecté jusqu'à il y a 2 jours, donc voilà, tout fonctionne et c'est assez miraculeux. Donc ça, merci à lui aussi. Donc il y avait 4 marchés contenus, un marché matériel, une AMO, enfin un AMO pour t'accompagner sur l'ensemble, et toi en chef de projet en interne. C'est ça, exactement. Et moi qui faisais le lien entre
principalement Alice Massé à la conservation, la conservatrice adjointe, Marine Charbonneau qu'on a vu tout à l'heure à la communication et Florence Tételin du service du public. Ça a été vraiment un petit peu cette équipe qui a chapeauté et après en fonction des besoins et des questions, on est un peu parti. Mais c'était le nœud, la team. Alors on a une dernière question, mais ça va rejoindre un petit peu la question que je te posais sur tes rêves. Quelles seraient les prochaines évolutions, et ce que tu as dit aussi sur l'audio guide exposition temporaire, quelle serait la prochaine étape dans une extension des outils et services numériques? Là, je pense que déjà, si on arrive à mettre au point cette fameuse table sur l'histoire de Roubaix, sachant qu'on la veut encore une fois travailler avec l'Office du tourisme, avec également la fameuse BNR qui permettrait de mettre ses collections en ligne d'une autre manière, avec un plan interactif. On aimerait beaucoup aborder la question par exemple de l'immigration à Roubaix, qui est quelque chose de vraiment très passionnant et qui a fait l'histoire de cette ville. Donc c'est des choses qu'on pourrait faire à travers une carte interactive avec tous les contenus. Donc déjà, je pense que ça c'est un beau rêve parce que si ça fonctionne, ça peut être quelque chose de très bien et qui vraiment rentre totalement dans l'histoire du musée, dans son ADN et dans ce qu'on voudrait faire passer. C'est un gros projet en tant que tel. Exactement, c'est un très gros projet parce qu'on est sur éventuellement des fonds FEDER avec plusieurs pilotages, avec plusieurs institutions, avec différents statuts. Le FIDUCEUS qui est associative, etc. Donc voilà, rien n'est forcément simple. Donc c'est des choses que nous avons dû laisser malheureusement un peu de côté pour être sûr de finir un petit peu nos outils à temps pour demain. Demain, j'ai un peu du mal à dire ça, mais voilà. Et ça, ce serait déjà, je pense, quelque chose de très bien. Et après, ce que j'aimerais surtout, parce qu'on parle toujours de numérique, j'aimerais déjà que ces outils fonctionnent, qu'ils soient bien acceptés par toutes les équipes. J'ai vraiment fait un travail ici, beaucoup en discutant avec tout le monde pour qu'ils sachent où on allait, pourquoi on le faisait, etc., pour qu'on ait vraiment une adhésion. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Ils sont assez fiers de ce qu'on a fait. Du coup, voilà, je pense que déjà ça, comme on est un musée qui n'a pas encore cette habitude du numérique, si déjà ça, on commence à rentrer dans nos habitudes, qu'on est capable de faire des choses qui marchent. Bruno Godeschon a très peur de l'écran noir. Donc si on peut éviter cet effet d'écran noir, on aura tout gagné. Moi, c'est juste des rêves simples. Bon, Laura, en parlant de rêves, tu n'en auras pas beaucoup cette nuit. On va te laisser retourner au cartel, au déballage des meubles pour la vidéobox, au débugage de certaines choses avec les différents prestataires. Et merci encore pour nous avoir accueillis ici. Et j'espère que ça vous aura donné envie de venir voir, visiter cette nouvelle belle piscine à Roubaix. Ça vaut vraiment le déplacement. Bonne soirée, bonne nuit et bonne réouverture. À bientôt, j'espère à demain pour ceux qui viennent nous rejoindre demain.